Bonjour à tous. La France s'est désindustrialisée depuis les années 1970. C'est un drame pour tous ceux que l'industrie employait. Beaucoup de grands patrons se sont mobilisés et continuent à le faire face à cette hécatombe. Ils veulent sauver des emplois et accroître la compétitivité, ce qui profiterait selon eux au pays tout entier. En tout cas, c'est le message qu'ils essayent de faire passer. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent surtout préserver leurs entreprises de la concurrence. En pratique, ils alimentent ce que Pierre Cahuc et André Zilberberg dénoncent dans leur livre du même nom, le négationnisme économique. Le négationnisme économique, c'est l'idée que les résultats des sciences économiques relèvent d'une croyance idéologique, et non de résultats de recherche revus par les pairs et corroborés par des preuves scientifiques solides. Les grands patrons ne sont pas les seuls à faire preuve de négationnisme économique. Il y a aussi les intellectuels critiques. Et vous me connaissez, j'ai pour habitude sur cette chaîne de taper sur les intellectuels, surtout ceux dont l'unique contribution est de constater que les institutions humaines sont imparfaites. Mais ce sera pour une autre vidéo. Dans celle-ci, on va discuter des grands patrons et de leur connivence qui coulent les économies de leurs pays respectifs. C'est une évidence même que le grand patronat est opposé à l'efficacité économique et au marché libre qui promeut la concurrence. En fait, c'est tellement évident que même les intellectuels français de la gauche critique, comme François Bégodeau, arrivent à le comprendre. Donc, en bon libéral, en bon marchand en chef, Donald Trump, marchand en chef des États-Unis, marchand des marchands, eh bien, a fait ce que tout marchand rêve de faire. Il a protégé son marché et il a explosé les marchés des autres. Les États-Unis ont les moyens de le faire, grâce au dollar et grâce à leur puissance économique, militaire, déclinante certes, mais quand même toujours opérante. Il y a plein d'États qui, hélas, n'ont pas les moyens de le faire. Mais si la France avait le moyen de le faire, ils feraient pareil. Je veux dire, ils enfonceraient les douanes des autres, donc ils seraient anti-protectionnistes pour les pays étrangers et protectionnistes pour eux-mêmes. Je veux dire, donc arrêtons, le marchand n'a pas de principe. Le marchand n'a pas de valeur. Le libre-échangiste, c'est sa propre liberté qu'il souhaite et l'entrave des commerçants qui sont ses concurrents. Donc il est tout à fait, il est un contresens notoire de considérer qu'il y aurait une contradiction majeure entre le libre-échange et le protectionnisme. Ça dépend où on se situe, ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Bref, les capitalistes, surtout ceux qui sont bien implantés, sont les plus grands ennemis de la concurrence. Mais pourquoi les politiques les écoutent d'après vous ? Eh bien, trop souvent parce que les salariés de ces grands patrons ont aussi tout intérêt à défendre ces derniers face à la concurrence s'ils veulent garder leur emploi. On peut aussi rajouter dans le lot les nationalistes exacerbés qui défendent n'importe quoi tant qu'il y a un tampon gloire à la France. Mais passons sur eux. Les politiques sont donc sous une pression pour limiter la concurrence, venant des grands patrons mais aussi de leurs salariés qui sont très nombreux en comparaison de ceux d'entreprises beaucoup plus petites. Mais cela n'explique pas comment ces grands patrons parviennent-ils à convaincre les politiques du bien fondé de leurs revendications. Salariés, patrons et politiciens ont des objectifs différents, mais ils peuvent converger sur une même politique qui peut tous les avantager. Car ce qui avantage les salariés ou patrons de grosses boîtes peut aussi avantager un politique, si cela lui permet d'obtenir des promesses de vote décisives. Examinons ça avec un exemple. Aux États-Unis, pendant les présidentielles de 2000, le candidat républicain conservateur George W. Bush avait besoin de gagner les votes de la Virginie occidentale, un État qui, habituellement, votait plutôt démocrate. Cet État avait la particularité d'héberger la majorité des grands conglomérats de la sidérurgie. Entre les années 80 et 2000, la productivité des usines sidérurgiques aux États-Unis a triplé sous la pression de la concurrence étrangère. Mais les grands conglomérats, eux, étaient à la traîne, alors que les petites et moyennes entreprises, surnommées Mills, parvenaient non seulement à affronter les plus gros acteurs du marché, mais aussi à rivaliser avec la concurrence étrangère. Au début des années 2000, les grands patrons de ces conglomérats en déclin, et une partie de leurs 150 000 salariés, ont alors mené des actions coup de poing, très médiatisées pour demander de l'aide aux forces publiques. Par souci électoral, et contre le laisser-faire que défendraient soi-disant les conservateurs, Bush promit de réduire les importations d'acier en cas de victoire à l'élection présidentielle. C'est une promesse que des candidats démocrates, en théorie moins favorables au marché, se refusaient de faire. Et c'est une promesse que Bush a tenue. Cette promesse l'aida probablement à gagner l'État de Virginie occidentale. Pour Bush, politiquement, ce fut une manœuvre utile pour son élection. Mais qu'en est-il du résultat pour l'économie ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Selon les estimations, ce protectionnisme a préservé environ 3500 emplois chez les producteurs d'acier américains. C'est ce que l'on voit et auquel on s'attend. Mais en contrepartie, il a fait augmenter les prix de l'acier pour les entreprises qui en utilisaient.
Et les économistes estiment que cette mesure a alors détruit entre 12 000 et 43 000 emplois chez ces dernières. C'est ce que l'on ne voit pas, et qui était pourtant prévisible d'après les sciences économiques. Mais ce qui marche en politique diffère très souvent de ce qui marche en économie, car comme le dit Thomas Sowell, la première leçon de l'économie est la rareté. Il n'y a jamais assez de quelque chose pour satisfaire tous ceux qui le veulent. La première leçon de la politique est de ne pas tenir compte de la première leçon de l'économie. Si cet exemple est américain, je vous propose maintenant un petit exemple plus français et bien symptomatique de la connivence entre le grand capital et l'État qui ne suit pas les recommandations des sciences économiques. Les débouchés du rapport Gallois sur la compétitivité de 2012. En novembre 2012, Louis Gallois, récemment nommé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault commissaire général à l'investissement, est chargé de rédiger un rapport sur la compétitivité française dans le but de l'élaboration des conditions d'accès au crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, ou CICE. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Énarque, haut fonctionnaire, ancien directeur d'industries nationalisées comme Safran Aircraft Engine, Aérospatiale et la SNCF, et futur président du conseil de Renault PSA, Louis Gallois propose 22 mesures choc pour accroître la compétitivité en France. Parmi elles, la baisse de charges patronales et salariales pour les salaires inférieurs à 3,5 fois le SMIC, ce qui va à l'encontre du consensus économique. Car d'après les sciences économiques, les baisses de charges n'améliorent la productivité que pour des salaires inférieurs ou égaux à environ 2,5 fois le SMIC. Et c'est un résultat expérimental. L'interprétation que l'on peut en faire est la suivante. Les personnes ayant un salaire supérieur à 2,5 fois le SMIC ont tendance à retrouver facilement du travail, malgré des charges élevées. Dans ces conditions, ils sont à même de négocier la transformation des baisses de charges en hausse de salaire, car pour l'employeur, le coût du travail est identique à celui avant la baisse des charges, et il arrivait déjà à le financer. En revanche, pour les gens ayant un petit salaire, les baisses de charges ne se transforment que très rarement en hausse de salaire, car c'est souvent plus difficile pour eux de retrouver un emploi. Le salaire net des employés reste donc inchangé, alors que les employeurs observent une baisse réelle du coût du travail. Donc cela augmente leur compétitivité. Ouais, c'est pas faux. Si Louis Gallois défendait contre le consensus une baisse des charges jusqu'à 3,5 fois le SMIC, c'est parce que les industries pour lesquelles il travaillait embauchaient majoritairement des gens payés entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC. Oh, comme c'est bizarre! Louis Gallois n'obtient pas gain de cause en 2012 pour l'établissement des conditions du CICE. Faute de preuves, abandon dans son sens. En même temps, il allait contre le consensus. En 2015, par contre, il revint à la charge. Devenu alors coprésident d'un think tank du MEDEF, la fabrique de l'industrie, il fait publier une étude par un maître de conférence de l'IUT de Tours, Gilles Coleda, dans laquelle le chercheur conclut qu'un allègement de charges sur les salaires compris entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC s'avère au moins autant favorable à la croissance et la compétitivité que des allègements de charges sur le salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC. Ces résultats, provenant d'une seule étude et faite par une seule personne, vont à l'encontre du consensus. Mais ça ne les empêche pas de relancer dans le débat public les discussions sur les allègements de charges pour les salaires élevés. Le doute est créé, et ce bien que cette étude n'a pas été publiée dans une revue à comité de lecture, ce qui veut dire qu'elle ne se mesure pas à l'avis de la communauté scientifique internationale. C'est in fine la même méthode qu'ont utilisé les cigarettiers pour relancer pendant presque 50 ans le débat sur la nocivité du tabac et l'addiction associée. Ils ont disséminé le doute et tenté de gagner du temps. L'étude de 2015, qui je le rappelle n'a pas été revue par des pairs, a eu le même effet, créer du doute. Et ce doute a entraîné des modifications sur les abaissements de charges dans le cadre du CICE, jusqu'à 3,5 fois le SMIC, ce qui n'a, je le rappelle, aucun impact sur la compétitivité. Le négationnisme économique, comme la négation des dangers du tabac, se propage en semant le doute. Doute qui n'est que très rarement comparé à l'ensemble des résultats scientifiques disponibles. Ce doute se manifeste aussi par une attitude prônant une volonté de pluralité. Il y a des opinions divergentes sur les effets du tabac, nous disent les cigarettiers. Eh bien, il y aurait des façons différentes de faire de la science économique. Et cette pluralité ne serait pas autorisée au sein des sciences économiques d'après certains maîtres de conférences ou chargés de recherche français. Il y aurait un complot des économistes qui suivent l'idéologie dominante pour empêcher la propagation de certaines méthodes. C'est là où on commence à se rendre compte que le négationnisme économique ne provient pas que de nos soi-disant élites industrielles, mais aussi de certaines de nos soi-disant élites intellectuelles. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. C'était PH, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce et à commenter. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À la prochaine, ciao.